Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'ultracyclisme avec Elsa Lagache. Alors Elsa, c'est un parcours un peu extraordinaire qui découvre le cyclisme et l'ultracyclisme un peu par hasard, qui se retrouve à faire New York, San Francisco à vélo en plein Covid pendant 69 jours et qui, quelques années plus tard, remporte le Graal de l'ultracyclisme en France, la Race Across France. Cet échange avec Elsa, ça a été un vrai moment de partage avec une passionnée. Je pense que ça va vous donner envie de monter sur votre vélo et traverser la France parce que franchement ça regorge d'anecdotes, de conseils et surtout d'un vrai amour du cyclisme et de l'ultracyclisme. Je vous laisse découvrir cet épisode avec Elsa et je devine par avance qu'il va plaire à tous ceux qui sont amoureux de l'effort long. Et juste avant de démarrer cet épisode, la dernière ressource de l'année que je vous partage, c'est un dossier sur la VMA et en quoi la VMA est un indicateur à double tranchant, pas forcément adapté pour votre profil de triathlète et quelles mesures on pourrait déployer pour suivre un peu plus précisément votre progression et doser vos séances. C'est à retrouver en description de cet épisode et sur le blog d'opentree.fr. Et enfin, avant de démarrer cet épisode, il ne me reste qu'à vous souhaiter, avec un tout petit peu d'avance, une très joyeuse année 2025 de notre côté. On vous prépare beaucoup de surprises et on espère que vous serez encore plus nombreux au rendez-vous. Bonne écoute. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir cette fois-ci en soirée. J'avais perdu l'habitude d'enregistrer en soirée, mais c'était nécessaire pour pouvoir échanger avec mon invité, avec qui on se court après depuis quelques mois, depuis en fait que j'ai reçu son ami et son duo Noélie Alexandre sur le podcast. Je suis très heureux de tendre le micro à Elsa Lagache. Salut Elsa. Hello Hermano, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est vrai que on a dû rater le rendez-vous une fois. Après, on s'est dit pas tout de suite, pas maintenant. On verra un petit peu plus tard. Et puis voilà, ça y est, on y est. On est mi-novembre quand on enregistre cet épisode, ça sortira courant décembre. Ce que je te propose déjà, avant tout, c'est de tout nous dire. Qui est Elsa Lagache? Waouh, vous avez 4 heures. Voilà, c'est ça. Non, mais à chaque fois, je pense au mot pluriel. Mais oui, en fait, on est, tu vois, en fonction de l'étape de ta vie, t'es jamais la même personne. Quand tu as commencé à dire on, je croyais que tu allais dire on est plusieurs dans ma tête. Non, quand même pas. Mais ça dépend à quel point tu vas remonter dans le temps. Ça va. Écoute, je te laisse te présenter comme toi tu aimerais entendre les autres te présenter, comme toi tu te vois en fait. Donc vas-y, c'est open mic. Tu prends tout le temps que tu veux, 1, 2, 3, 10 minutes, 1 heure, c'est pour toi. Ah ouais, j'étais peu prête. Non, mais sinon, moi c'est Elsa. Je dis pas trop mon âge, mais parce qu'en fait aux États-Unis on dit pas trop son âge. Je suis une athlète ultra distance à vélo. Ultra distance, ça veut dire à partir de 200 km, mais moi j'adore entre 500 et 1500 km. et en fait, effectivement, avec Noélie, on a fait 2500. Sinon, en fait, à la base, je suis danseuse classique, diplômée du conservatoire d'Amiens, je suis picarde. Brigitte Macron, c'était ma prof de français. Mais je suis pas du tout côté Macron. Quoi d'autre? Non, je suis super dynamique. Ma mère me disait souvent que si j'avais été élevée aux États-Unis, on m'aurait donné des médicaments pour me restreindre parce que j'avais trop d'énergie, un peu hyperactive. Mais je trouve que mes parents ont très bien géré. Du coup, ils m'ont inscrit à plein de trucs. J'ai fait de la musique pour me concentrer un peu mieux. Donc, j'ai fait du bois pendant des années et j'adorais ça. Je faisais de la danse classique. Alors, la danse classique, j'ai dû pousser un peu pour en faire. Parce que ma mère me disait ça fait quand même beaucoup un instrument, du solfège, du sport et en plus de la danse. Et finalement après quelques années où j'arrêtais pas d'insupporter ma mère, elle a finalement craqué, elle s'est dit OK, d'accord, on peut t'inscrire. Et du coup j'ai adoré. Alors à la base, j'ai commencé j'avais 11 ans, donc j'avais pas du tout
une flexibilité innée. J'ai dû travailler dessus. Mais voilà, ma passion, c'était vraiment la danse après. Et en fait, j'ai jamais lâché le sport tout en faisant mes études. Et je me rappelle d'ailleurs, je suis entrée en prépa éco-scientifique à Amiens et on m'avait dit direct, faudrait que tu arrêtes la danse pour pouvoir rentrer en prépa. Et moi, j'avais dit oui, oui, bien sûr. Et j'avais continué la danse et j'étais même prof de danse dans une petite école à Amiens. Le mercredi, le samedi, pour des enfants entre 3 et 8 ans. Donc, j'avais 2 classes différentes. Donc, effectivement, oui, j'avais pas beaucoup d'espace pour autre chose que les cours, l'école et la danse. C'était assez, était assez mais du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'organisation, faire plein de choses à la fois. Et donc, du coup, voilà, j'ai jamais arrêté. J'ai juste un peu ralenti. J'étais allée à Strasbourg dans une compagnie de danse. Et quand je suis allée ensuite, donc je suis rentrée à l'école de commerce de Strasbourg. Et ensuite, je suis allée 1 an au Mexique. C'était un peu mon rêve. J'ai toujours eu une admiration par rapport à l'Amérique latine. Et donc, du coup, dans mes choix d'école, j'avais dit, moi, j'ai mis que des écoles, voilà, Mexique, Argentine, Brésil. Et voilà, j'ai été prise et j'étais contente. Donc, j'ai passé 1 an au Mexique. C'est un peu ma seule année un peu très festive. J'ai fait plein de trucs. J'étais prof de français à l'Alliance française. J'ai fait hôtesse d'accueil, j'ai fait des photos, j'ai fait plein de trucs. Donc c'était un peu, et en même temps, voilà, j'étais dans la classe de danse classique à l'université. En même temps, je faisais, comme à Strasbourg, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc je faisais du volleyball, du handball et un peu de foot. Voilà, en sachant que voilà, ça qui est trop bien aussi dans des universités, c'est-à-dire qu'à Strasbourg, pour 25 €, je faisais un sport tous les soirs. Donc du coup, quand tout le monde était au bar, moi j'étais pas au bar, j'étais en train de faire soit un match, soit du sport. Et je me rappelle à chaque fois arriver, je sais pas, à 21h30, justement au bar juste pour dire coucou aux copains en jogging, voilà. Donc ça a toujours été et en même temps, j'ai jamais vraiment fait de la vraie compétition. Si en danse, j'ai fait des auditions, etc. C'est très esprit un peu compétition. Mais j'ai jamais vraiment fait de la compétition comme j'en fais en fait aujourd'hui. Et en fait, dans tout ça, j'ai toujours fait du vélo pour aller à un endroit. Donc on appelle ça être commuter. Donc voilà, j'allais à l'école. Ouais, en français, on appelle ça Vélotaf. D'ailleurs, je produis un podcast qui s'appelle Vélotaf, que je vous invite toutes et tous à aller écouter si vous êtes intéressés par cette activité de commuting en vélo. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, enfin, un Vélotaf ou à l'école, je me suis toujours déplacée à vélo. J'ai toujours eu un vélo et c'est pour ça aussi Strasbourg. J'étais trop contente d'aller à l'UM Strasbourg parce que c'est j'avais visité la ville, j'avais adoré, j'avais vu plein de gens à vélo. J'étais ouais, mais génial cette ville. Donc c'était un peu aussi dans mes critères, voilà, une ville bike friendly. Et de fil en aiguille, en fait, après avec le travail, j'ai beaucoup voyagé en Europe et ailleurs. Et j'ai passé 4 mois au Japon. Et là, au Japon, sur un groupe de Français de Facebook, il y a une nana qui disait j'ai un ticket pour Elle travaille pour les 24 heures du Mans à Tokyo. Et donc du coup, elle avait un ticket pour le vélo, c'était l'annuel, je sais même plus comment on appelle ça, une sorte de conférence pour le vélo, avec plein de marques différentes. Et moi, je connaissais voilà le vélo taf effectivement, et donc du coup, j'avais aucune connaissance d'un vélo technique. Et donc sur place, il y avait vraiment de tout, quoi. Il y avait des vélos électriques, des vélos dernier cri. Et je me rappelle de porter des vélos tout légers avec un doigt. J'étais là, mais c'est génial. Et il y avait un circuit en fait où tu pouvais tester des super vélos.
vraiment, j'étais là, mais des vélos à 15 000 euros, quoi. J'étais là, ouais, mais c'est trop cher. Et du coup, j'ai pris un des super vélos que j'aimais bien et j'ai fait un tour. Et en fait, il y avait des rampes et tu pouvais sauter et tout. Enfin, et les Japonais sont très à respecter les règles, à faire très attention et pas à faire trop de folie. Enfin, surtout dans ce genre de setup. Et donc, moi, j'étais un peu la seule à m'éclater, à faire plein de tours différents de vélo. Enfin, tout ça pour dire que dans cette conférence, la nana qui m'avait invitée, elle m'a dit, mais en fait, t'adores le vélo, tu devrais trop aller faire du backpacking. Dans le sud du Japon, il y a plusieurs îles et en fait, c'est top, t'as un pont et tu vas d'île en île à vélo, quoi. Et tu peux louer un vélo pour pas cher. C'est genre 20 euros ou 25 euros, je sais plus, pour la journée, avec assistance. C'est-à-dire que moi, le premier jour, j'ai eu une crevaison et au milieu de nulle part, enfin, j'ai quand même donné le numéro à une japonaise pour qu'il puisse appeler pour moi. Mais en clair, au milieu de nulle part, ils sont venus, ils m'ont changé de vélo. Et c'était là, mais c'est génial. Vraiment, c'était top. Avec des belles pistes cyclables, etc. Et donc, c'était un peu la première fois où, effectivement, j'ai en fait à vélo sur plusieurs jours avec mon sac à dos, vraiment un vélo pas adapté, tu sais, 3 vitesses que tu changes comme ça. Et ça m'a un peu ouvert les yeux où je me suis dit, en fait, c'est dingue, je suis au Japon, j'essaie d'en profiter au maximum tous les week-ends. Je partais j'avais une destination différente. Je profitais à fond. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je pourrais très bien faire ça à New York où j'habite, quoi. Et donc, du coup, quand je suis rentrée à New York, je me suis dit, je vais aller à la plage à vélo, je vais aller à la montagne à vélo, je pourrais même aller à Montréal à vélo. Et en fait, c'est dingue, la première fois, en fait, quand je suis arrivée à New York, j'ai acheté un vélo d'une nana qui avait fait Montréal-New York. Et je m'étais dit c'est un signe, c'est un signe. Mais oui, c'est un signe. Et je m'étais dit, mais c'est dingue, il y a des gens qui font ça. Vraiment, j'étais pas du tout ouais, je voyais le vélo comme un moyen de transport, mais pas sur, plusieurs jours à faire des kilomètres sans compter, quoi. Voilà. Je sais pas si, voilà. Et donc, du coup, après, j'ai traversé les États-Unis à vélo, qui a été une expérience extraordinaire en plein Covid. Et c'est dingue parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais enfin, c'est dingue, t'as pas peur. Alors effectivement, j'avais pas peur. En plus, c'était un peu une idée comme ça post-Covid, enfin, pas post-Covid, parce que c'est en plein Covid, mais en fait, notre contrat de location venait à expiration. Je savais pas trop si j'avais envie tout de suite d'emménager avec mon mec ou pas. Et en fait, du coup, je m'étais dit et sur un coup de tête, en fait, je m'étais dit pourquoi pas faire New York-Montréal, mais c'était pas possible parce que en plein Covid, tu pouvais pas traverser la frontière et le Canada c'était vraiment très restreint. Et donc du coup, je me suis dit attends, je peux pas aller à Montréal. Vas-y, je vais à San Francisco. Et je me rappelle ma meilleure pote qui était ma coloc elle me dit mais attends, c'est combien de kilomètres et d'où? Elle me dit c'est 5000 kilomètres. Ok, donc tu fais à peu près allez, disons, tu fais 50, 70 kilomètres par jour. Tu fais en 3 mois, quoi, genre. Et on était partis comme ça. Et en un mois, j'avais acheté un vélo en gravel parce que je me dis, je vais peut-être pas avoir que de la route. J'ai peut-être traversé des déserts, des trucs un peu moins route, quoi. Et donc, praticable. J'avais acheté j'ai acheté un gravel. En plus, c'est pas vraiment ma taille, c'est un XS, mais en fait, pendant le Covid, c'était un peu galère d'acheter un vélo. Et en un mois, quand plein de gens me disent, mais Elsa, s'il y en a, ils préparent ça en un an. Et toi, tu veux. Et en fait, c'est vrai qu'au début, il y a plein de gens qui m'ont dit, alors c'était pas possible. 2, au bout d'une semaine, j'allais les appeler en mode help me, viens me chercher, quoi. Et ouais, effectivement, la période, c'est pas la meilleure période parce qu'effectivement, je suis partie de New York le 3 septembre 2020. Et donc, du coup, 3 mois, tu fais le calcul, t'arrives en décembre et il fait froid, en fait. Tu traverses à partir de Denver, quoi, les montagnes. Ouais, t'as de la neige.
et du froid, quoi. Et donc, effectivement, j'ai eu des journées à moins 22 degrés. Et donc, effectivement, et en fait, c'est un peu la blague aujourd'hui. Je dis, ah bah, ma limite, je la connais, c'est moins 22 degrés. Je sais que moins 22 degrés, je peux faire du vélo pendant 1 heure et demie. Mais en même temps, je savais même pas ce que c'était des couvre-chaussures, quoi. Donc, j'avais, tu vois, j'avais des SPD, là, shoes. Enfin, comme Pédales automatiques, des trail. chaussures avec des pédales automatiques. Pas des chaussures accrochées, mais c'était des chaussures avec lesquelles je pouvais marcher. C'était pas des chaussures de course, quoi, de vélo. Enfin, pas des courses de vélo de route, quoi. Et bon, bref, ouais, je suis vraiment. Enfin, en fait, je pense que ça a aussi marché parce que j'étais un peu naïve et un peu juste allons-y, et j'ai pas trop vu en fait les obstacles. Et en fait, à chaque fois, je me rappelle de quelques journées, quoi. Et en fait, j'avais tellement ce goal enfin ouais, alors, mon objectif c'était Denver. Je m'étais dit, voilà, déjà j'arrive à Denver, c'est la folie, quoi. Et en fait, je me rappelle sur Instagram, j'ai une amie qui me dit, non mais Elsa, t'arrives à Denver demain, en fait, à ton rythme. Et en fait, moi, je pensais arriver à Denver. J'avais dit à tout le monde, j'arrivais dans 2 jours, tu vois. Et en fait, j'étais vraiment en avance parce que aussi, je voulais à la base m'arrêter, prendre du temps pour faire, je sais pas, un yoga retreat, un meditation retreat, etc. Et en fait, en plein Covid, tout était fermé. Et c'est vrai que sur la première partie, c'était quand même c'était pas la plus dure en termes de température, etc., mais c'était quand même la plus dure en termes de vent et de morosité un peu. Enfin, vraiment traverser le Missouri ou Kansas toute seule, c'est pas Ouais, et très puis rigolo. d'adaptabilité aussi. Je pense que passer un certain temps, ton corps s'habitue, ton cerveau s'est habitué aussi, et t'arrives à débloquer certaines choses, mais il faut en passer par là. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc du coup ça c'était dur. Et après voilà, en fait, j'arrive à Denver et là c'est un peu Et en fait c'est comme ça depuis maintenant que je fais du vélo. C'est à chaque fois que j'arrive à la montagne, c'est un peu je sais que la montagne c'est moi, c'est mon espace, c'est où je me sens mieux. J'adore ça, j'adore monter. Et donc du coup j'arrive à Denver au pied des montagnes. Déjà je passe 2 jours dans une famille extraordinaire. Où en fait c'était dingue, mais ils avaient un enfant d'1 an et cet enfant, j'étais la première adulte qu'elle voyait en dehors de ses parents, en vrai. Ah ouais, Parce qu'en fait, c'est bien Covid, peuplé dans le coin où t'étais. non, mais en fait Covid et en fait la maman était infirmière en urgence, elle voyait beaucoup de cas et donc du coup il y avait une sorte de fallait faire attention. Bref, et donc du coup, c'était juste, je sais pas, je me sentais tellement privilégiée et en même temps, je sais, c'est dingue de traverser ça en plein Covid, en pleine pandémie. Et en même temps, les gens me faisaient confiance, puis ils me disaient, toi, en fait, t'es à vélo, tu fais 75-80 km par jour, donc on pense que t'as pas Covid, quoi. Parce que j'étais en forme, mais bon, ça voulait rien dire, mais en tout cas, voilà, je toussais pas. Et puis je faisais quand même attention, je faisais des tests de temps en temps, je portais mon masque, enfin voilà, je faisais le minimum que je pouvais faire. Ouais, j'étais chez des gens, bon voilà. C'est vrai que j'ai dû faire, je sais pas, 10 nuits chez des gens. Donc j'ai fait plus de nuits, voilà, à l'hôtel, dans un motel ou dans ma tente. Mais c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus marqué parce que voilà, t'es chez eux déjà. Donc, tu es vraiment dans un environnement intime. Et en fait, voilà, tu partages la passion du vélo. Donc, tu vois, j'étais chez une personne qui était très conservateur et elle pensait que moi aussi j'étais conservateur parce qu'on avait plein de points communs. Donc, elle pensait que j'étais comme elle, mais en fait, non, moi, je suis plus Bernie Sanders. Tu vois, donc, du coup, c'est quand même vachement intéressant parce que ça te fait rencontrer des gens que tu verrais jamais dans ta vie ou dans ta ville si tu sors jamais, quoi. Donc ouais, là c'était vraiment une magnifique expérience. En même temps, quand j'ai fini cette expérience-là, je me suis dit mais plus jamais, enfin je ferai jamais ça, quoi. Genre, c'était quand même super dur. Et en même temps une liberté énorme et voir que voilà, en fait tu pédales et t'avances. Et il y a des jours où effectivement j'avais soit moins 22 degrés, soit un vent de dingue, donc je faisais qu'1 heure et demie.
Mais en fait, en faisant tous les jours et en rattrapant le week-end, en faisant des distances un peu plus longues, bah en fait, tu fais des distances de dingue, quoi. Waouh. Eh ben écoute, c'est une belle et longue présentation. Juste pour les gens qui visualisent pas. Alors New York Denver, c'est 2600 miles, donc 3300 km à peu près. Donc tu étais parti pour un périple de 5000 km. Donc tu avais fait déjà 3/5. Combien de temps t'as mis pour y arriver? Alors jusqu'à San Francisco, j'ai mis 69 jours. Ouais. Et après, j'ai continué parce que j'étais un peu en avance, comme je m'étais donné 3 mois. Je suis allée jusqu'à San Diego pour faire toute la côte parce qu'en fait tout le monde m'a dit une fois que tu es à San Francisco, t'as pas encore vu, tu vas rater une super belle partie de la côte ouest, tu as un peu de temps, bah vas-y, banzai. Et en plus le siège social de ma boîte c'est San Diego et j'avais 2-3 collègues que je connaissais, donc je m'étais dit en plus je pourrais voir des collègues. Les rares seuls qui savaient que je faisais ça, parce qu'en fait, ma boîte, je leur avais pas dit, parce qu'au cas où, parce que si tu dis à ta boîte que tu fais ça en travaillant, bah, peut-être qu'ils vont te dire non. Alors, faut mieux pas leur dire comme ça. Ouais, écoute, c'est une stratégie, hein. Soit tu dis non, enfin, soit tu le dis pas, pour éviter le non, soit, au contraire, tu le dis et puis, tu vas chercher un petit peu de soutien, de sponsoring. Du coup, tu faisais comment? Tu télétravaillais, t'avais ton matos avec toi sur le vélo et tu télétravaillais un petit peu, ou t'avais pris 3 mois de congé? Tu faisais ça comment? Non, ouais, c'est ça. Tous les jours, je travaillais. C'était un peu aussi ma base, parce qu'en fait, tu te sens quand même assez seul pendant un certain temps. Et en fait, finalement, de travailler, c'était un peu ma stabilité. C'était un peu, tes collègues, c'est les seuls que qui te parlent tous les jours, quoi. En fait, tes amis, tu vas pas forcément les appeler tous les jours, alors que tes collègues, t'as pas trop le choix, mais en fait, c'est bien. Donc du coup, ouais, en fait, je travaillais. Je suis pas trop du matin, mais moi, je me levais, je travaillais un tout petit peu plus tôt le matin et je finissais vers 15-16 heures. J'essayais de faire 3-4 heures de vélo max. Et j'arrivais pour alors, mon goal, c'était tout le temps, j'arrive pour le coucher du soleil, 2-3 fois, de nuit, voilà, mais pas souvent. Et après, du coup, je mange, je cuisine, ou je cuisine pas et je mange quelque part et je fais un peu plus de travail, si besoin, ou je me repose, quoi. Ouais, sacré challenge, parce qu'en plus, t'as pas choisi les journées les plus longues de l'année. T'es parti en septembre, donc en décembre, même aux États-Unis, le soleil, c'est quoi? C'est 8h, 17h, quoi. C'est 16h45 le coucher de soleil en ce moment. Ouais, à New York. Bah après, sur la côte ouest, en plus, ça doit être un petit peu plus court. Écoute, super intéressant, mais quelle mouche t'a piqué, en fait, de te lancer comme ça dans l'ultra-cyclisme, alors que, comme tu l'as dit, t'avais pas particulièrement d'expérience. Si, t'avais une expérience du vélo taf, t'avais eu cet avant-goût du bikepacking un petit peu au Japon, mais t'avais jamais fait des distances comme ça. Sur le podcast, on avait reçu forcément quelqu'un que tu connais très bien, Arnaud Manzanini. On avait parlé de lui, de la Race Across France, enfin de la série Race Across, de la Race Across America que lui il a faite en tant que coureur, et puis aussi en tant que comment on dit, chef d'équipe, team leader, coach. Mais c'est un petit peu des rencontres fortuites avec le vélo et l'ultra distance. Toi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans comme ça? Alors pour moi, à la base, la traversée des États-Unis, c'était plutôt une aventure, un voyage. Et oui, je voulais me montrer que c'était possible de le faire en étant vegan et zéro déchet. Alors le zéro déchet, c'était un peu plus compliqué. Mais vegan, 100% tout du long, quoi. Bon, zéro déchet, c'est sûr. Si tu vas au resto, c'est compliqué de contrôler les déchets. Bah non, au resto, à la limite, ça va. C'était plutôt, quand je faisais les courses pour chez les gens, ça c'était un peu plus compliqué. Mais oui, donc du coup, c'était plus sur un aspect environnemental. Je le voyais alors si, je le voyais comme un truc sportif, mais pas tant. Et en fait, le sportif, c'est venu parce qu'en fait, aussi sur le chemin, en fait, pendant toute la traversée jusqu'à San Francisco, je n'ai vu aucun cycliste, quoi. Alors que normalement, tu fais une traversée, bon, normalement, tu vois 2-3 cyclistes, mais là, en pleine pandémie, il n'y avait personne. Et en fait, j'en ai vu sur la côte ouest. J'ai vu 3 mecs, dont 2 que j'ai rencontrés à une station-service, et ils m'ont un peu vu, et ils se sont dit bon, elle va pas tenir l'allure, et ils m'ont dit un peu ciao ciao, tu vois.
Et moi, j'étais en mode, attends, ça fait 2 mois que je fais du vélo toute seule. Là, je vois 2 mecs. Non, mais là, les mecs, c'est mes compagnons de voyage. C'est ma target, tu vois. Et du coup, en fait, en 2-2, je les rattrape, tu vois. Et je trouve pas que je pousse beaucoup. Et puis, on discute et tout. Et puis, en fait, ils en reviennent pas que je vienne de New York. Ils en reviennent pas que ça fait 2 mois et demi que je suis sur mon vélo. Et en fait, ce jour-là, j'avais comme objectif de faire, j'avais pas encore fait 100 miles. Tu sais, il y a le Century, tu fais 162 km. C'est un peu un step, quoi. J'avais déjà fait 1 ou 2 fois avant sans la traversée, mais j'avais jamais fait pendant mon trip. Et là, c'était la journée où je voulais faire 100 miles, quoi. Et donc, du coup, on discute et tout, et ils me disent, bah, t'as fait combien de miles aujourd'hui? Bah, là, je regarde mon compteur, je suis à 80, quoi. Donc, il me reste plus que 20 miles, tu vois. Allez, bim. Allez, bim. Et donc, du coup, bref, on discute et tout. Et puis, en fait, eux, ils font du vélo un peu sérieusement, quoi. Là, ils s'amusent, c'est Thanksgiving et ils font juste un petit tour de vélo et ils ont un ukulélé, on s'arrête, on chante et on campe ensemble. Mais je réalise que, en fait, je tiens la route et deux, ouais, en plus, je suis assez forte en montée, quoi. Et bref, en discutant avec des gens qui m'ont contacté, une personne m'a mis dans l'oreille, ah bah tu devrais faire de la compétition. Et moi je dis ah bon, la compétition et tout. Et après, puis en plus, enfin bref, j'avais un vélo de route qui était pas du tout à ma taille. Donc j'arrive à New York, je fais mon premier un peu group ride avec un groupe de femmes. Et ouais, j'ai pas, enfin, elles ont toutes un vélo de fou. Moi, j'ai un vélo qui est bien trop grand. Je fais 1m64 et j'ai un vélo de 56, quoi. Donc, ça allait pas. Elles ont toutes des super chaussures, un super casque et tout. Et moi, j'ai un peu, je sais pas, je dois avoir le casque gratuit de la ville de New York. J'ai mon vélo, ça va pas. Je suis vraiment outsider, quoi. Genre, et en fait, comme elle s'était dit, j'avais traversé les États-Unis, elle m'avait mis dans le groupe super forte, quoi. Et on était 3. Et en fait, je me suis un peu fait. J'étais forte, mais je me suis quand même un peu fait ramasser. Enfin, j'étais derrière, quoi. Et j'avais pas beaucoup d'énergie. Moi, j'avais l'habitude toujours d'avoir des backpacks avec moi. Et là, j'avais pas beaucoup de nourriture sur moi. Enfin, bref. Et en plus, j'avais oublié ma carte bancaire. Donc, en fait, je n'osais pas dire aux gens, j'ai oublié ma carte bancaire, est-ce que vous pouvez m'avancer de l'argent? Non, mais bref, voilà. Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est quand même cool, j'ai envie de continuer, quoi. Et donc, j'ai joint ce groupe de compétition de nana, quoi. Et on a fait quelques courses. Et en fait, les courses, moi, c'était pas mon truc, quoi. C'était des crits. Je sais pas, c'est des courses un peu techniques ça fait 2 kilomètres un tour et tu fais plusieurs tours en rond comme ça et tu vois pas beaucoup du paysage. J'ai fait quelques courses à Central Park aussi. Et pareil, c'était pas j'ai bien aimé, mais en fait, j'étais plus la nana, tu vois, je vais poule tout pendant un tour devant et puis en fait, je suis pas sprinteuse, donc je suis vraiment climbeuse. Donc en fait, j'ai aucune chance de gagner. Mais en fait, je fais tout l'avantage, enfin, je fais tout l'exercice avant, enfin bref. Ouais, non, c'était pas trop mon truc, même si je trouvais quand même ça fun. Et moi, mon objectif, c'était vachement aussi, pourquoi je le faisais, c'était pour représenter les femmes dans la compétition à vélo. Parce qu'on n'était pas beaucoup. Moi, j'adore faire du vélo et j'ai l'impression que je peux être forte. Donc du coup, bah vas-y, je veux bien représenter les femmes à vélo. Et du coup, c'est comme ça que tu t'es lancé dans la compétition après ta traversée des États-Unis? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, on aura bien compris les versions plus courtes ou plus explosives, c'était pas forcément ce qui t'excitait, en tout cas là où tu te sentais le plus à ta place. Comment t'as basculé vers l'ultra distance? Parce qu'on n'a pas encore dit ce que tu viens de finaliser il y a quelques mois avec Noélie, enfin si rapidement, mais on s'est pas attardé dessus. Mais justement, comment est-ce que tu bascules dans l'ultra? Bah en fait, c'est assez simple. Je fais un concours Instagram un giveaway. En fait, j'avais vu la marque Wilma et je me disais, c'est trop bien, une marque de vélo pour
qui font des shorts pour les règles. En sachant que moi, quand j'ai fait ma traversée des États-Unis, j'ai pas eu mes règles pendant 3 mois. Je sais mais pourquoi et ça. Et en fait, bref, il y a plein d'explications dans l'ultra-distance, de pas avoir ses règles, etc. Oui, j'ai pris un train au retour qui m'a pris 3 jours et demi. Mais le moment où j'ai mis mon pied dans le train, je mens même pas, j'ai eu mes règles. Genre, mon corps a dit c'est bon, l'aventure est finie. Allez, il y a là, tu peux relâcher la pression et c'est parti. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis vachement renseignée sur aussi ça, sur l'ultra-distance, sur les règles. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait très peu d'études sur les femmes sportives et les règles. D'ailleurs, il y a des discussions aussi dans l'ultra. Pas mal de nanas veulent, celles qui prennent la pilule prennent leur pilule pour pas avoir les règles pendant l'épreuve d'ultra. Bref, donc je m'étais aussi vachement renseignée sur les cyclistes femmes, athlètes et les règles. Et je suis tombée sur Wilma, donc j'ai commencé à les suivre. Et ils ont fait un concours en mode gagner une des distances de Race Across France. Et donc moi, au début, je t'avoue, j'étais là, vas-y, je vais faire 2500, mais j'y connaissais rien. Et donc j'en parlais autour de moi et les gens m'ont quand même dit, non, mais Elsa, quand même, c'est quand même un 1000, tu vois. Pas quand même 2500 pour ta première épreuve de toute ta vie, tu vois. Et donc je me suis inscrite sur le 1000, mais vraiment comme ça, j'ai gagné un concours, j'étais trop contente. Encore merci Wilma, je les adore. On a été d'ailleurs sponsorisé Wilma avec Noélie pour notre traversée. Donc, on avait un super t-shirt, le même violet, We Believe in Women Cycling. Très beau d'ailleurs, si vous voulez le voir, alors sur Insta, mais aussi sur LinkedIn, on vous voit vous embrasser, enfin vous prendre dans les bras à la fin de la course. Donc voilà, si vous voulez le voir, si vous voulez voir à quoi il ressemble, porté et pas uniquement en mode vitrine, faut aller sur le LinkedIn de Elsa. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ouais, et vraiment encore aujourd'hui, je mets souvent le short parce qu'en fait, d'ailleurs, j'adore la texture, mais aussi j'adore les poches. Et en fait, le pad, tu peux l'enlever. C'est des clips. Donc, en fait, tu peux laver juste ton pad. Et du coup, t'as pas besoin de laver ton short. En ultra, t'as pas le temps. Et donc, tu peux faire sécher ton pad pendant que tu remets le deuxième pad. Il est livré avec 2 pads. Donc, ouais, non, ça, c'est top. Donc, en fait, c'était un peu... destin ou ce que tu veux, mais j'ai fait un concours à la con et j'ai eu ma place pour la Race Across France. Donc j'ai eu le concours en janvier il y a 2 ans. Donc 2022. Ouais, il y a 2 ans. Du coup, je me suis dit, mince, il va falloir que je m'entraîne du coup, parce que je ne sais pas vraiment entraîner. C'est marrant cet état d'esprit parce que tu viens de boucler un 5000 bornes à travers les États-Unis. Alors c'est sûr, c'était plus de l'aventure. C'était 70-80 km par jour. Tu as fait 100 miles, donc 160 km. Mais là, tu te dis, bon, faut arrêter de déconner, c'est sérieux, faut que je m'entraîne pour ce 1000 bornes. Un 5e, il faut que je m'entraîne. Mais parce qu'en fait, je papillonne aussi, tu vois, tu fais 3 heures de vélo, mais en fait, tu t'arrêtes, tu manges, tu vois des gens qui ont l'air sympas, tu réponds à leurs questions, tu prends un café, enfin, moi, je bois pas de café, mais je prends un matcha. Donc, c'est quand même complètement différent, comment on appelle ça, vraiment le voyage à vélo. Le backpacking, quoi, et une course de 1000 km en compétition où en clair, t'as des gens qui finissent pas et t'as des gens qui finissent. Et du coup, ouais, c'est complètement différent. Et du coup, je me suis mise dans un club. Je me suis mise dans un club qui s'appelle Rapha. Enfin, tout le monde connaît cette marque de cyclisme. Dans ce club, il y avait des gens qui s'entraînaient pour le Paris-Brest-Paris. Et donc, il y a une super organisation de Paris-Audax aux États-Unis qui s'appelle USA Randonneur. Et tu as des USA Randonneurs brevets dans chaque État. Donc, dans chaque État, ils font un 300, un 500, un 600. Enfin, j'exagère. Attends. 300, 500, 600, 1000 et 1200 kilomètres. Pas mal. Et donc, je m'étais dit, parfait. Eux, ils s'entraînent pour faire le brevet, donc eux, ils doivent valider à chaque fois. Mais moi, je vais faire pareil. Ça va m'emmener à pouvoir faire un 1000 km. Eux, ils faisaient 1200 à plat. Et moi, je faisais 1000 dans les montagnes, quoi. Donc, mais vu que c'est ton élément, c'est presque plus facile. Voilà. Ça me fait penser à des trailers
Alors, dans ce que tu racontes, je me retrouve beaucoup parce que au printemps 2023, j'ai traversé la France en courant, pas en vélo, et c'est pareil. J'étais dans le même état d'esprit, c'est-à-dire tu papillonnes, tu profites, tu discutes, tu fais un sourire. Bon, en France, tu fais rarement des sourires à des gens qui te renvoient un sourire, mais justement, des fois tu te fais insulter, donc c'est marrant, tu tu réagis. Euh, oh là là, le mec qui fait du French bashing. Je précise que j'habite à nouveau en France, mais voilà, et à côté de ça, quand t'as des copains trailer, ultra trailer qui disent, bah, viens faire un ultra trail. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même préparation. Ouais. C'est deux sports complètement différents. Ouais, exactement. Donc du coup, ouais, là, du coup, je me dis, mais parfait. Mon premier ultra, donc c'est en janvier ou février 2000, ça fait 2 ans, donc 2022. En Floride, je choisis le truc le plus plat pour me dire, vas-y, ça va être simple. Et je fais un 1000. Donc dans la même semaine, il faisait 600 et 400. Donc je me dis, parfait, je vais faire 600 et 400. Et c'était 300 en un jour et 600 en 2 jours, quoi. Ouais, c'était ça. Donc je me dis, parfait, ça me fait un bon entraînement. Et il y avait un jour entre les deux. Donc en plus, je fais mon 300 en une fois, un jour de repos et bim, 600. Enfin, du coup, c'était parfait. Je rencontre des gens extraordinaires. Ouais, je crois que je vais être la plus jeune. Tout le monde a de la bouteille. Ils sont tous en mode... j'apprends plein de trucs. Il y avait d'autres femmes ou pas? Trop content. Ouais, on était 3 femmes. D'ailleurs, il y avait la championne de sa catégorie aux 24 heures. En fait, c'est 24 heures, tu fais des boucles. Et elle était championne de sa catégorie US, quoi. Donc la nana, j'étais là, oh là là, incroyable. Enfin, en plus, elle était trop sympa. Enfin, tu vois. Et il y avait ah oui. Et bon. Après, ça c'est une histoire de ma vie, mais le copain avec qui je fais beaucoup de vélo, qui fait son Paris-Brest-Paris, qui s'entraîne et du coup qui me motive pour faire la Floride, me dit, je sais que t'aimes pas trop prendre l'avion à cause de l'environnement. J'ai une amie qui va faire la route en voiture. Il est polyamoureux, c'est une de mes girlfriends, et elle vient de Rhode Island et elle va en Floride, donc elle peut te pick up sur la route, quoi. Donc nickel, je prends un train, je la rejoins, la meuf je la connais de nulle part, et c'est parti, je la rejoins à côté de Washington, et en clair, je la connais pas et on est parti pour 2 jours de voiture toutes les deux avec nos 2 vélos. Elle c'est sa première fois, moi c'est ma première fois aussi, et en fait du coup on est devenus super amis et ouais, et on disait ouais, on a encore trop voilà. Donc on fait des super rencontres et l'ambiance est trop bien, et donc moi je compare ça au World Racing des courses de Central Park. C'est trop bien l'ultra distance, même si t'as trop mal partout et t'as besoin de faire des ajustements, mais tout le monde est bienveillant. En fait, c'est la compétition tout en étant les gens, ils vont te demander comment ça va quand ils te doublent ou quand tu t'arrêtes à un gas station pour prendre de l'eau ou te ravitailler. Et ouais, les gens, enfin c'est cool quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout moi je compare ça comme la différence entre les gens qui font du vélo de route et les gens qui font du vélo de montagne, quoi. C'est un peu, ouais, c'est deux trucs complètement différents. Et nous, on est entre les deux, on fait un peu des deux. On a un vélo de route, mais on fait beaucoup de montagne et beaucoup de distance. Et ouais, donc du coup, j'ai été sous le charme vraiment de la communauté, de la manière dont c'est fait. Ouais, et bon bref. Et donc du coup, moi, j'adore la chaleur. Et du coup, il est super chaud quand même pour janvier, février. J'ai un peu lâché mon pote avec qui je faisais la course. Je me sentais bien. Je dis ça te va, je continue. Et j'ai fini pas loin de cette nana qui est championne des 24 heures. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ma première expérience. Et du coup, j'ai fait deux autres brevets pour faire ma première course Race Across France. Et j'ai voulu faire un dernier entraînement de 600 km en Virginie un mois avant la Race Across France. Et en fait, c'est parfait. Un mois avant, c'est un peu le pic de ton entraînement. Donc, t'augmentes les distances petit à petit. Donc,
le pic d'entraînement, là, on va dire, moi, je suis à peu près à 300 kilomètres dans la semaine et ça me prend à peu près 20 heures, quoi. Je crois que c'est ça. Attends. Non, attends, je suis en miles, donc Ouais, c'est beaucoup 300 plus. km 20 heures, ça veut dire que tu fais 15 km/h de moyenne. Bon, ok, tu papillonnes, mais quand même. Non, je fais 300 miles, ouais. Entre 200 et 300 miles, donc 300 miles, ça fait presque 500 kilomètres. Et donc ça, c'est le pic de mon entraînement. Et donc je me dis, parfait, pour le pic, je vais aller en Virginie, je vais faire un ultra de 600 kilomètres, ça va être sympa, avec les mêmes gens que je connais et cette même organisation. Et en fait, je crash. Genre, je black out, j'ai un traumatisme crânien. En fait, c'est un pont. Et en arrivant sur le pont, c'était indiqué ralentissez vraiment très fort. Et je dis à tout le monde, c'est bon, ça va. Et en fait, je tourne un peu, ma roue tourne un peu, se met dans un des trous. C'est un pont à grillage, tu vois. Enfin, bref. Et en fait, je tombe, mais genre, le vélo s'arrête et je tombe la tête la première contre la grille, quoi. Et bon, bah là, hôpital, j'ai des points de suture là. Enfin bref, j'ai l'impression que quelqu'un m'a frappé dessus de partout. J'ai un black eye. Enfin bref, je suis pas en super forme et je dois avoir un truc à la main aussi. Bon. Donc je suis pas dans un super état. Et en fait ça me. Alors ça va. Le truc qui me dit que ça va, c'est qu'en fait je peux marcher. Et donc moi je trouve que quand tu peux marcher et être dehors pour te remettre d'un accident, c'est quand même vachement bien. En fait, tu as conscience que tu as quand même vachement de la chance. Donc, j'ai dû ralentir. Je pouvais pas faire de vélo pendant 2 semaines, un peu plus. Et en même temps, c'est le moment où, en fait, j'ai un peu mis la structure dans mon entraînement. Où, en fait, avant, je faisais que du vélo et j'adore faire du vélo et c'est génial. J'adore être dehors. Mais à un certain niveau, surtout quand on fait 2500 km ensemble avec Noélie. En fait, ça suffit pas de faire du vélo. Il faut un peu mettre de la structure dans ton entraînement. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire un peu de musculation. Après, je fais beaucoup de yoga. Enfin, beaucoup. J'essaie d'en faire 1 ou 2 fois par semaine. Mais voilà, accentuer sur plus de force, voilà, corps, glutes, enfin, les fessiers et les épaules. Et aussi le yoga, en fait, ça aide beaucoup par rapport en fait à la nuque à vélo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent des courses d'ultra parce que leur nuque ne tient plus et ils peuvent plus regarder. Enfin, du coup, tu es obligé d'abandonner la course, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai pas d'exercice spécifique. Je fais de la muscu, mais j'ai un set de 15-20 minutes que je fais 3 fois par semaine. C'est le max que je peux faire parce que je suis pas super fan de la muscu, mais en même temps, je trouve que c'est super important et c'est encore plus important quand tu es une femme, encore plus important quand tu es après ménopause et que ton corps perd 50% de sa masse osseuse. Et c'est super important d'en parler parce que, en fait, les salles de sport ont appartenu aux hommes pendant des années. Mais en fait, les femmes doivent prendre de la place et on doit aller à la salle de muscu et pas forcément à la salle de muscu. Tu peux le faire dehors, tu peux le faire chez toi, mais voilà, prendre de l'espace dans tous les espaces que tu peux. Et donc, ta salle de muscu en fait partie. Je sais qu'en France, c'est aussi un autre esprit et c'est un peu plus dur parce qu'il y a voilà, les hommes peuvent te regarder, genre c'est un peu chiant. Mais aux États-Unis, ben ça a vachement changé et du coup t'es quand même vachement bien accueilli. Les gens te battent pas tes fesses et t'es un athlète comme un autre, quoi. Et je trouve ça vachement bien. Et ouais, donc ça a été un peu un. Bon, après tout le monde parle de quand on crash ou on a un accident, tu te réveilles, quoi. Et moi, ça a été quand même vachement bénéfique. Et pour cette course, je m'étais quand même mis vachement de pression. Je voulais être dans les 3 premières. Et en fait, du coup, j'ai pas abandonné, mais je me suis dit, j'ai aucune attente. Moi, ma course, c'est la finir, et surtout 2, pas tomber. Je voulais pas retomber.
Donc en fait, ça m'a enlevé plein de pression et j'ai juste eu mon esprit de un peu de bikepacker. Donc voilà, prendre du plaisir. J'adore être dans la montagne. On faisait la traversée des Alpes cette année-là, de Megève à Mandelieu-la-Poule. C'était juste magnifique. Genre il n'y a pas eu. Je pense qu'il y a eu juste une toute petite partie autour de Grenoble où pendant 15 minutes, c'était pas le top, mais sinon c'était le top tout le temps. Donc vraiment la route était grandiose, j'étais mais c'est incroyable, je suis française et j'en reviens pas de ce que je vois dans mes yeux parce que je suis du nord de la France donc je connais pas trop. Mais ouais, donc du coup ça c'était ma première expérience. Et c'est là où j'ai rencontré Noélie et on a fini à 10 minutes, même pas l'une de l'autre. On a fini toute la course ensemble et on a eu un super feeling. Et en fait, après la course, elle m'appelle et elle me dit Elsa, je sais qu'on vient juste de faire 1000 km, mais ça te dit l'année prochaine, on fait 2500 ensemble. Et là, j'étais là. À la base, moi, j'étais là, no way, parce qu'en fait, quand tu fais 1000 km, tu vois pas mal de 2500 km. Et tu vois des gens. Et t'as tellement un respect pour eux parce que t'es là, mais ils font 2 fois et demi plus que moi. Et en fait, c'est même plus que 2 fois et demi parce qu'il y a toute la préparation avant, etc. Et là, tu vois des gens qui ont plus de sensibilité dans les mains. tu vois là, un peu de souffrance physique, quoi. Et en même temps, les gens, ils avancent quand même, quoi. Et t'es là, oh, wow. Je me rappelle pas mal de Rémi qu'on se suit tout le temps sur les réseaux en ce moment et ouais, il m'a vraiment marqué. C'était incroyable. On a une super, je crois que on a fait du vélo pendant un peu plus d'1 heure et puis après on a mangé ensemble. Enfin, on est en compétition, mais t'es pas non plus. Enfin voilà, comme je voulais plus viser un podium, j'étais pas là à chronométrer mes arrêts pour qu'ils fassent 15 minutes ou 10 minutes, etc. Donc vraiment, c'était vraiment chouette. Ouais, t'es plus dans une communauté, t'intègres plutôt une nouvelle famille plus que la compétition à bloc, quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, ça se termine comment cette première Race Across France, donc de 1000 km, quand tu vas faire la connaissance de Noélie? Est-ce que t'es, sans le vouloir, sans te mettre de pression, tu finis quand même sur le podium? Non, je crois que je suis 4e ou 5e. Bon, ça va, t'étais pas très loin de ton objectif top 3. Mais pas loin, tu vois. Je pense qu'à un moment pendant la course, il y a eu le moment où est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas pour essayer d'être 4e ou 3e. Et en fait, non, j'avais trop d'écart et 2, c'est un peu trop tard, quoi. Bon, du coup, vous vous rencontrez avec Noélie. Vous fixez l'année d'après, donc cette année 2024, de partir sur la vraie, entre guillemets, Race Across France, celle qui fait 2500 km. Cette année, c'est 2600. Bon, on a déjà pris pas mal de temps, donc on va passer sur tout ce qui est prépa. Mais justement, sur cette Race Across France, comment ça se passe en binôme, en duo? Est-ce que tu découvres encore autre chose, une autre expérience? Est-ce que vous vous amusez, vous vous éclatez? Qu'est-ce que tu en ressors de cette Race Across France 2005? Wow. Alors, il faut vraiment bien choisir sa partenaire et j'aurais pas pu avoir une meilleure partenaire que Noélie. Noélie, c'est vraiment une femme, extraordinaire, mais 2, elle se prend pas la tête. On s'est pas pris la tête une seule fois. À un moment, c'était marrant parce qu'il y a eu il y a eu des mecs qui ont parlé comme quoi on se prenait la tête, mais on se prenait pas la tête. Donc c'était vraiment facile c'était vraiment facile. J'ai entendu des histoires de duo où c'était pas la même chose, pas dans un Race Across France, mais sur d'autres étapes, d'autres courses. Donc vraiment, et puis encore aujourd'hui, je pense que 2500, pour moi c'est un peu beaucoup. Je sais pas si j'aurais envie de le faire encore si j'aurais envie de le faire en solo, en fait. Même si, effectivement, et on n'en avait pas assez conscience, mais en fait, dans les résultats, il n'y a aucun duo qui est plus rapide que des solos. C'est simple, c'est parce que c'est plus dur. c'est vraiment plus dur d'être en duo, surtout dans l'ultra, t'as pas envie d'aller aux toilettes au même moment, t'as pas sommeil au même moment. Il y en a, ils sont plus forts. Moi, je suis une climbeuse. Je suis une grimpeuse. Noélie n'est pas forcément une grimpeuse. Il y a quand même beaucoup de différences. Mais en fait,
Donc du coup, ces différences te ralentissent énormément. Après, effectivement, niveau mental, c'est vachement bien parce que t'as un support, tu partages les mêmes choses, t'es vraiment dans l'entraide, quoi. T'es là et on s'est pas, ouais, on s'est poussé, mais il n'y a pas eu de ah tu fais chier ou il n'y a pas eu de mots comme ça. Il y a eu juste un peu de ah ouais peut-être on pourrait faire les choses un peu mieux. Effectivement, moi je suis pas très forte en transition. Noélie est quand même beaucoup plus structurée. Donc ouais, effectivement, on aurait pu être meilleur sur les transitions. Ouais. Alors comment ça, transition? Parce que là, c'est que du vélo. On parle pas de triathlon, donc. Ah bah si, bah quand tu dors en fait, quand tu dors, quand tu t'arrêtes pour, tu vois, par exemple, on s'arrête chez un boulanger, bah nous on a envie de pas aller au boulanger, ça va bien, qu'est-ce que vous faites, etc. Bah, en fait non, on devrait prendre nos viennoiseries et les manger sur le vélo. Ouais. Et en fait ça te fait gagner 10 minutes, mais 10 minutes X fois pendant 10 jours, X fois, 4 fois par jour, enfin tu vois, ça te fait beaucoup de temps. On a eu un temps exécrable, surtout le premier 1500. On a un peu raté le cut-off à Anglette et en fait, il n'y a pas vraiment de cut-off. West Coastmen, ils sont géniaux. Du coup, ils nous attendaient avec nos drop bags, enfin vraiment trop sympa. Alors que normalement, ben, ils sont censés fermer. Mais le temps qu'ils remplissent le camion et qu'ils mettent toutes les affaires, ben, en fait, finalement, tu peux arriver. En fait, j'exagère. Je crois non, en fait, on a été dans le temps du cut-off, mais genre à 3 minutes, quoi. Donc non, on était dans les temps, mais bon, on était quand même un peu short. On a eu quand même pas mal de soucis mécaniques aussi. Donc en fait, quand t'es à deux, bah t'en as 2 fois plus des soucis mécaniques. Donc ouais, en descente juste avant Vichy, j'avais plus de frein en pleine descente, quoi. Genre en fait, j'avais de l'eau dans mon frein hydraulique et du coup je faisais des zigzags et tout. Et Noélie était un peu devant. Noélie est très bonne descendeuse. Moi, je suis pas aussi forte, mais même si, j'arrive à la suivre un peu. Mais elle était devant et j'ai pas voulu crier pour lui faire peur, etc. J'ai juste essayé de gérer ma situation, descendre, faire des zigzags. J'étais à 2 doigts de faire, tu sais, comme en fixie, où tu mets ton pied sur la roue arrière, tu vois. Mais j'étais ah putain, mais en fait, j'ai mon backpack derrière. T'as ton sac. J'étais ah putain, je sais pas si j'arrive à le faire. Bon, bref. Donc, on arrive en bas de la descente et je lui dis de manière très calme, j'ai plus de frein. Genre, j'ai aucun frein, quoi. Et vous voyez, vraiment, à droite, j'avais aucun frein. Bref, s'en vient une histoire de trouver un bike shop, trouver quelqu'un avec des outils, parce qu'en fait, bref, il y a tout plein d'histoires, quoi. Mais voilà, et ça m'est arrivé 2 fois pendant le séjour. Le séjour de 10 jours en compagnie de Noélie. Parce que, en fait, il y a eu tellement de pluie que l'eau s'est mise dans le système et il fallait faire une purge. Et la première fois, la purge n'a pas été super bien faite. Et bref, il fallait faire une deuxième fois. Et bref. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de soucis, que ce soit technique, soit des crevaisons. Voilà, donc faut que le duo soit fort et qu'il n'y en ait pas une qui dise ah mais t'as pas besoin d'entendre tu me ralentis ou des trucs comme ça, quoi. Il faut vraiment rester dans le positif. On avance, on gère tous les problèmes qu'on peut gérer au maximum. Et franchement, c'est ça qui a fait notre force, quoi. C'est vraiment de toujours rester positif, même si à un moment on s'est quand même mis d'accord qu'on allait abandonner. On s'était mis d'accord qu'on allait abandonner. Moi, j'avais super mal au genou en plus ce jour-là. Et en même temps, le fait d'abandonner à l'arrivée à Anglette, mais en fait, ça m'a enlevé plein de pression. Je me suis dit, c'est bon, moi j'abandonne, j'arrive en Anglette. Du coup, ça m'a enlevé vraiment plein de pression. J'ai tout donné en plus. À la fin, pour arriver pour le cut-off, fallait vraiment envoyer un peu du lourd. Et ouais, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais souffrir pendant 2 heures là avec mon genou, mais c'est pas grave parce que j'abandonne après. Ouais. Et puis en fait, Noélie, elle se fait interroger par l'organisation. Et là, devant au micro, elle dit, bah non, mais nous on continue et tout. Là, je la regarde, je dis rien, je la regarde. Je fais, c'est pas possible. Dans ma tête, je me dis, c'est pas possible.
Puis en fait, Anglette, c'est les Pyrénées. Et là, je revis. On fait de la montée. On sait que à partir de 16-17 km, ça sert à rien de 16-17%, ça sert à rien de pousser. Parce que, moi, j'ai trop mal au genou. Et en même temps, l'effort vaut pas la peine. Donc, en fait, on pousse nos vélos. Et en fait, c'est très bien. On avance, on reprend nos retards et on se retrouve avec tous les gens à la fin de la course qui soit abandonnent, soit sont comme nous en mode faut y aller, sinon on va pas y arriver. Et en même temps, bah voilà, même ceux qui sont arrivés après le cut-off, encore une fois, l'organisation est tellement top que bah ils t'attendent et t'as quand même des gens qui arrivent à ton arrivée, quoi. Moi, j'ai fait des courses où t'as personne à l'arrivée. C'est quand même moins sympa. Tu vois, donc il y a les volontaires ont été mais tous incroyables parce que en fait au Ventoux il y a eu un vent de malade et parfois sur le Ventoux il te ferme la montée et nous on était quand même montés et en fait il y avait une alerte qu'on n'avait pas reçue qu'il fallait pas monter et donc on s'est retrouvé avec un vent de dingue mais de dingue. Bon, bref, et en fait, on se retrouve au Chalet Reynard et on voit, j'ai une copine follower, Ingrid, qui est avec son mec et qui me dit, bah mon mec, il est tombé, il s'est cassé le coude, on attend les secours, enfin on attend une voiture qui nous accompagne quelque part, quoi. En fait, avec le vent, il a été soulevé, quoi. Et le mec, il fait 80 kilos. Moi, je fais 50 kilos. Moi, avec le vent, je pars. Donc, tu vois, il y a plein de trucs de sécurité, d'assurance, quoi. Genre, c'est vrai que la descente du Chalet Renard à Sceaux, alors que c'est clairement pas la pente la plus importante, ça a été une des descentes les plus dangereuses de ma vie, quoi. Ou avec Noélie, qui est une super descendeuse, bah là, c'est moi qui étais un peu devant et on était en mode on déclipsait de temps en temps, quoi. Tellement c'était le. Là, t'avais des freins quand même pour celle-là. Merci, j'avais des freins, quoi. Ouais. Après Anglette, on s'est arrêté dans un super backshop autour d'Anglette. D'ailleurs, on venait juste de partir après 45 minutes. Bah, c'est pareil, on attend encore 1h30 pour que le vélo soit prêt. Donc ça, bref, c'est vraiment ralenti, mais j'aurais jamais pu faire les Pyrénées sans frein. Impossible. Je pensais à ne pas avoir de frein sur certaines descentes et je dis, mais là, je meurs. Tu sais, les petites descentes avec un petit virage à la dernière minute. Non, ouais, c'est. Et ouais. Donc du coup, ouais, non, faut vraiment être sûr de son duo. Il y a beaucoup plus d'abandon sur les duos que sur les solos en termes de pourcentage. C'est clairement plus dur. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de dire à l'organisation, est-ce que les duos peuvent pas partir en même temps que les duos, en même temps que les solos, parce qu'en fait, déjà, t'es plus lent, mais en plus, si tu pars après, bah, tu vois personne, donc tu perds un peu le fun de la course de temps en temps, à certains arrêts, de voir des gens. Donc, ouais. Voilà. J'ai plein de trucs à dire, mais je sais pas ce que tu veux que je dise, raconte. Non, écoute, je t'avais dit qu'on ferait pas long. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est là. Du coup, vous gagnez la course, en tout cas en duo féminin. Next step, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ouais, bah c'est une très bonne question. En fait, moi, je voudrais optimiser mon temps, voilà, sur des courses plus courtes, aussi où il y a plus de visibilité pour les femmes. Bah là, par exemple, hier, je me suis inscrite à une course en duo avec mon pote pour faire Badlands. C'est en Espagne, c'est un 800 km, il y a plus 16 000 de dénivelé. Faire des courses comme ça. J'ai fait juste avant, j'ai fait une course qui est pas officielle. C'est une course que tu connais peut-être vu que tu fais un peu course. C'est la The Speed Project de Los Angeles à Las Vegas. Ils ont fait leur première édition à vélo cette année. Et donc là, j'étais dans une équipe 3 en relais. T'as une femme obligatoirement par équipe. Moi, je veux faire ce genre d'équipe de course où là, voilà, t'as un quota. Soit t'as une femme par équipe, soit t'as un pourcentage de 50% minimum de femmes. Moi, à 3, 50%, c'est compliqué. Hein. Ouais, voilà. Donc, non, mais voilà, je veux un quota où il y a un peu de
d'effort ou de volonté à pousser les femmes ou à leur donner de la place en fait, parce que comme des courses comme Leadville, etc. Quand tu ouvres aux femmes, elles sont là. Donc c'est pas qu'elles veulent pas le faire, tu vois. Donc ouais, moi ça, je veux faire des trucs comme ça. Trouver plus de sponsoring parce que voilà. Bref, une course, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc peut-être faire plus de courses locales aussi parce que voilà, voyager avec son vélo et toute la logistique derrière, le décalage horaire. Bon, tu vois, West Coast Sprint, c'est un peu un avantage. Comme tu commences tard le soir, finalement, c'est bon. Parce que ouais, c'est ça qui est. Enfin, nous, ce qui nous avait aussi vachement impacté, c'était ça. C'est la première nuit. Enfin, le premier jour, on a fait quoi? On a fait plus de 400 kilomètres sans dormir. Enfin, en dormant dans un hall de banque pendant une demi-heure sur un carrelage froid. Tu vois. Donc, tu vois, c'est pas dans les meilleures conditions. Ouais. Donc ouais, il faut avoir conscience de tout ça. Et ouais, il y a des courses ouais qui mettent vraiment en avant les duos. Et ouais, c'est chouette. Je sais pas si tu connais Marion Cligné. Non. C'est une franco-américaine, ancienne coureuse cycliste de haut niveau, qui a déjà pas mal vadrouillé et qui se bat justement aussi pour la cause féminine, cycliste et les femmes dans le vélo. Il faudrait que je te mette en relation. Je suis sûr que vous avez pas mal de choses à voir, pas mal de points communs. Je te ferai ça. Mais si tu veux l'écouter, déjà, tu peux aller l'écouter sur mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, Marion Cligné, et puis tu verras, elle raconte pas mal de trucs assez intéressants. Écoute, je te remercie Elsa, je t'avais dit que on ferait ça en une demi-heure, ça va faire 1h15. Je savais. Mais bon, on sent que tu es passionné par tout ça. Le meilleur conseil que tu pourrais donner à une femme justement qui voudrait se mettre, peut-être pas forcément au vélo, mais à l'ultra? Juste, faut y aller. Faut pas trop se poser de questions au début. Il y a pas de. Les conseils, ça vient en fonction de son propre corps, son vélo, etc. On apprend en faisant. Après, oui, il peut y avoir 2-3 conseils. Porter une veste, avoir des super lumières pour pas avoir un problème avec son matos et plus se concentrer sur son effort. Aussi connaître ses limites, connaître les signes de fatigue. Enfin, tu vois, par exemple, nous, avec Noélie, on était d'accord pour on pousse pas à l'hallucination. Si on s'endort, ok, au début, on se pousse des claques, on chante ensemble, et ça, c'était vraiment chouette de faire ça ensemble et de pas être seul pour faire ça. Mais si une de nous dit stop, j'en peux plus, je suis vraiment trop fatiguée, on s'écoute quoi. Ouais, on pousse pas. On a pas mal dans l'ultra vraiment qui poussent à s'endormir sur un vélo, mais quitte à tomber. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on avait Perrine Fage sur le podcast qui nous expliquait que justement, une fois sur un ultra, elle était tellement épuisée que elle est juste tombée du vélo. Voilà, elle s'est endormie sur son vélo. Bon, elle allait pas vite, mais du coup, juste boum, voilà, elle est tombée. Ouais. Et en fait, même en allant pas vite, tu peux te faire mal. Enfin, donc non, du coup, nous on connaît. Enfin, c'est pas qu'on connaît, mais à force, t'as l'habitude. C'est comme quand tu t'endors devant la télé, quoi. Genre, au début, t'as ta tête qui fait comme ça. Bon, en fait, tu peux te claquer, tu vas tenir une demi-heure, mais pas plus. Donc, en fait, c'est les premiers signes. Tu sais que si tu veux pas dormir dehors, il faut que tu prévois un truc qui soit à moins d'une demi-heure, quoi. Donc, ouais, ça, on était sur la même longueur d'onde, donc c'était vraiment bien. Ouais, vraiment s'écouter son corps. En fait, les gens peuvent te donner des conseils, mais ça se trouve, ça s'applique pas à toi, quoi. Genre moi, les premières personnes qui me voient faire du vélo, ils sont là, ta cadence, elle est pas très élevée. Bah ouais, mec, je fais de l'ultra distance. Ma cadence, ça va pas être très élevée. Donc du coup, ça dépend de ta pratique. Oui, après c'est sûr, un super matos. Moi, j'ai fait un super upgrade sur mon vélo. C'est clair que c'est une différence de malade. Et sur la West Coast Sprint, j'étais super contente. J'ai changé en electric shifting. Donc j'ai un DI2. DI, je sais même pas comment on dit en français. Ouais, c'est ça. DI2. Ouais, DI2. Et vraiment, enfin, sur l'ultra, surtout pour moi à gauche,
j'avais du mal à passer les vitesses, tu vois, vraiment. Enfin, et là, en un petit ça passe les vitesses, c'est la folie, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas un souci sur 200 km, mais sur des courses entre 600 et 2500, bah bien sûr que si. Enfin, j'ai eu Noélie, elle a eu l'insensibilité aux mains et sur la descente. Au début, à la fin, elle a été plus lente parce qu'elle avait les bras qui faisaient mal. Moi, j'ai rien eu au bras, quoi. Alors, il y a le matos, etc. Après, oui, forcément, le yoga, ça aide, et les planques, etc., ça aide. Mais il y a aussi, ouais, vraiment, si vous avez un peu le portefeuille pour faire de l'électronique sur l'ultra distance, c'est quand même. Et aussi, ah oui, il y a un truc. Enfin, moi, je l'ai pas fait avant la course et je m'en suis voulu, mais j'ai pas changé ma selle. Et ouais, franchement. Et en fait, l'argent que tu dépenses pendant ta course à acheter des pansements, à mettre de la crème, en fait, cet argent-là, il peut aller dans un super selle, quoi. Et en fait, je m'en suis vachement voulu parce que, bref, Noélie aussi, on a eu le même souci, quoi. Noélie a eu moins de mal quand même, mais moi, j'ai eu mal. On a vu un mec qu'on adore aussi, un mec qui s'appelle Rémi aussi d'ailleurs, dingue. Il avait plus de peau aux fesses, quoi. Et il était dans les 30 premiers. Il nous voit, il nous fait, mais qu'est-ce que vous faites là, les filles? Vous avez un super niveau. On fait, bah ouais, on a eu plein de merde. Voilà, on est là. Et puis lui aussi, il a failli abandonner à cause il avait plus de peau sur ses fesses, quoi. Genre, donc ouais, investir dans une selle, pour moi, c'est, et tu vois, je l'ai pas fait. Je m'en veux. Là, ma selle, elle va arriver. Je suis trop contente. Je vais voir ce que ça donne. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais je prends la Infinity, c'est pas donné, mais c'est une selle pour l'ultra distance. Voilà. Je veux pas dire des bêtises, mais je trouve que Nathalie Bayon là, ils ont sponsorisé la West Coast America de l'équipe de femmes de 4. Bon, apparemment, c'est une super selle. Donc à voir, ça fait 6 semaines que je l'attends. Bon, écoute, la selle arrivera avant la sortie du podcast. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce que si on est un sponsor potentiel et qu'on a envie de t'accompagner, on vient te contacter? Ah, c'est une super question. Alors, je suis assez présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram à Heal My Planet. J'hésite à changer de prénom pour mettre plus de vélo dans mon nom d'Insta, mais pour l'instant c'est ça. Ou sur LinkedIn, Elsa Lagache, ou par email. Voilà. Alors, comme toi, enfin, moi, j'adore, et c'est pour ça que je suis aux États-Unis, j'adore être encouragée. Je recherche la reconnaissance. Et en France, c'est vrai que parfois, ça me manque, tu vois, que les gens... tu vois, à San Francisco, quand je suis sur un city bike, tu sais, les gens de Vélib, et que je fais une montée de dingue et que je me dis pourquoi j'ai pris un city bike qui n'était pas électrique et les gens m'applaudissent. Là, je trouve ça génial, tu vois. Mais c'est vrai dans le quotidien. Après, ouais, du coup, ouais, c'est voilà un petit message. C'est ça. chouette. Moralité, que ce soit Elsa ou Noélie ou quelqu'un d'autre, si vous voyez quelqu'un faire du sport et même s'époumoner sur un Vélib, applaudissez, encouragez, ça fait toujours plaisir. C'est pas valable que pour ceux qui font des marathons quand on s'agglutine au bord des barrières, là, mais pour tous les jours, ça marche aussi. C'est ça. Exactement. Super. Écoute Elsa, merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne découverte de ta selle qui devrait arriver incessamment sous peu. Tu nous enverras une photo. Et puis, écoute, au plaisir de te croiser sur une course d'ultra de C4. Non, merci à toi Hermano, c'est super sympa. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!
Désolé, j'ai un invité qui est venu dire bonjour. T'es un chat. Ah non, t'es un petit enfant. Mon petit bonhomme de 4 ans. Vai, amore. Vai. Cool. Bon, je couperai ça au montage. Je laisserai peut-être à la vidéo, tiens. S'il y en a qui veulent regarder la vidéo, allez-y. Ouais. C'était trop mignon, le petit bonhomme qui vient faire un bisou. Et du coup, c'est comme ça que tu t'es lancé dans la compétition après ta traversée des États-Unis. Salut les sportifs.